Eh bien, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue au troisième jour de séminaire sur la série de la série de webinaires sur les lois et politiques. Merci à ceux qui se sont joints à nous lundi et mardi. Ces réunions seront disponibles sous forme d'enregistrement et de documents PDF et vous aurez davantage d'informations à la fin du webinaire pour vous indiquer comment vous pouvez y avoir accès. Comme nous l'avons dit, ceci fait partie d'un effort pour distribuer de manière la plus vaste possible ces informations à tous. Nous vous rappelons deux ou trois petites choses. Nous avons des services d'interprétation simultanée disponibles en anglais, en français et en espagnol. Veuillez cliquer sur le globe qui se trouve en bas de votre écran et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. Nous demandons à tous les intervenants de s'exprimer avec leur micro pour qu'ils puissent être interprétés. Après la présentation des informations et les discussions, nous ouvrirons le webinaire à une portion de questions-réponses. Nous savons que certains d'entre vous auront des questions qui leur viendront à l'esprit pendant les présentations. Quel que soit le cas, nous vous demandons de placer toutes vos questions dans la fenêtre de Q&A, questions-réponses, et pas dans la fenêtre de chat. Ça nous permet de vous répondre. Le webinaire sera enregistré et distribué comme je l'ai indiqué. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, j'aimerais demander à Fiona de se présenter. Fiona de Londras. Bonjour Antonella, bonjour à tous. Je suis Fiona de Londras, je suis professeure d'études mondiales juridiques au Royaume-Uni. Je travaille avec une équipe sur l'élaboration des éléments probants pour la politique applicable en la matière. Ensuite, Mary Favier, je suis un généraliste à Cork, en Irlande. Je suis le co-président de Global Doctors for Choice. Je fournis des services d'avortement en Irlande et j'ai fait partie de la campagne pour changer la loi en Irlande et l'élaboration des lignes directrices et la formation. Je suis l'ancien président du College of Practitioners. Farid, bonjour à tous. Je suis Farid, je suis professeur adjoint de gynécologie obstétrique à Addis Abeba en Éthiopie. Je suis un chercheur clinique, un formateur. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Fiona, puis-je vous demander, pendant que nous nous préparons avec notre PowerPoint, eh bien, comme je l'ai fait lors des derniers jours, je vais commencer par quelques observations qui aideront à cadrer la discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais que nous nous souvenions tous que les recommandations dans la partie loi et politique et ce dont nous parlons aujourd'hui, et ce sont des recommandations qui se concentrent sur des questions de nature réglementaire, juridique et de politique, et non sur des questions de prestation de services. Il s'agit du contexte réglementaire où des services d'avortement peuvent être fournis, de services de qualité en termes d'accès, de disponibilité et autres, plutôt que de dire ce que les gens doivent ou ne doivent pas faire dans des circonstances particulières, comme cela est indiqué dans les lignes directrices. L'environnement propice a plusieurs composantes. Trois. Un, le respect pour les droits humains, qui inclut le soutien de la loi et de la politique. C'est l'un des axes de concentration ici des recommandations au niveau des politiques. Deuxièmement, il est utile de se souvenir que bien qu'il y a au total 7 recommandations, sur ce secteur de notre discussion sur les lois et politiques, même si nous n'en examinons que 4 aujourd'hui, elles sont interconnectées et sont toutes liées les unes aux autres en termes de pratique et d'élaboration réglementaire des lois et politiques par le biais desquelles les services d'avortement peuvent être fournis en termes d'accès et de gestion. Je vous remercie. Diapositive suivante. Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux 2 premiers webinaires, nous avons fourni une introduction aux lignes directrices, une explication de notre approche et nous avons examiné les 7 recommandations qui, pour les
les lignes directrices et l'évaluation des éléments probants ont été divisés en interventions distinctes. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises au cours des 2 derniers jours, pour les 3 que nous avons revus hier et les 7 que nous avons regardés lundi, elles sont toutes connectées et tributaires les unes des autres. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 4 dernières recommandations en termes de loi et de politique et nous allons inviter nos panélistes à faire part de leurs expériences lors de leur travail sur ces questions, mais nous vous encourageons à écouter les enregistrements des 2 premiers webinaires pour avoir davantage de détails. Nous vous fournirons un lien dans la fenêtre de chat pour que vous puissiez avoir toutes les informations voulues sur les éléments, les données factuelles. Avant que nous ne plongions dans ces 4 recommandations, j'aimerais dire que celle que nous allons parler aujourd'hui, la période d'attente obligatoire, les autorisations par les tiers, les restrictions sur les prestataires et les objections de conscience constituent des obstacles à l'avortement et constituent une infraction sur les droits humains. Il faut bien comprendre leur implication dans la pratique à tous les niveaux. Comme nous l'avons dit à maintes reprises déjà, les femmes font parfois l'objet de restrictions inutiles, comme de l'obtention d'un consentement supplémentaire, même si la loi ne l'exige pas. Un prestataire va parfois refuser de recommander quelqu'un d'autre un patient à quelqu'un d'autre s'il ne peut pas lui-même assurer le service. Et tout ceci pose des problèmes. Des exemples des facteurs qui ont un impact sur la manière dont ces obstacles sont lancés sont un manque de clarté, des préjugés qui sont fondés sur des opinions ou des préférences, un manque de compréhension de la loi et des politiques et l'absence de financement suffisant pour les systèmes, des incitations financières pour que les femmes se tournent vers des prestataires privés, stigmatisation, des stéréotypes et une interprétation par trop excessive des textes de loi. Donc, l'application pleine et entière des 4 recommandations mettra peut-être un certain temps. Il est toutefois utile d'examiner le contexte dans lequel ces recommandations existent. Ce qui existe est lié à et peut-être, qu'est-ce qui peut être modifié? Quelles sont les mesures pratiques qui peuvent être prises pour limiter les effets des restrictions? Nous avons parlé hier beaucoup de la dépénalisation de la loi de l'avortement aujourd'hui. Regardons nos recommandations et nous reviendrons sur ces points par la suite. Diapositive suivante. Comme nous l'avons dit lors du premier webinaire, dans un grand nombre de pays, les femmes doivent attendre un délai particulier entre la demande de l'avortement et la fourniture de l'avortement. Ces retards, ces attentes, délais d'attente imposés sont appelés délais d'attente obligatoires. Ils peuvent être exigés par la loi ou les réglementations ou les procédures administratives imposées par les installations ou les prestataires individuels. Ce que nous savons, c'est que les délais d'attente peuvent commencer à différents stades, y compris au moment de la première demande de procédure, pendant la consultation, le service de conseil ou après qu'un prestataire de service ait envoyé une notification à une institution réglementaire. Les délais d'attente peuvent aussi varier en fonction des circonstances spécifiques dans le cadre desquels les femmes ont accès à l'avortement, ainsi que notamment l'âge de gestation. Nous sommes contre les périodes d'attente obligatoires pour les avortements. Nous avons également examiné la question des autorisations par les tiers, qui sont des conditions imposées par la loi et la politique, ou dans la pratique, quelqu'un d'autre que la personne qui recherche un avortement qui doit autoriser l'avortement, même s'il y a d'autres conditions juridiques applicables pour qu'un avortement soit licite. Donc, il peut s'agir d'interventions de parents, de tuteurs, de conjoints, de partenaires, de prestataires de services de santé, comme nous l'avons indiqué. Ces impératifs fonctionnent que la personne ou non qui demande un avortement ait la capacité de consentir à un traitement médical, ce qui veut dire que l'on ne prend pas en considération le consentement possible ou l'évolution de la capacité des mineurs pour se faire, ce qui est souvent fait
pour d'autres services, y compris les services prénataux. Nous recommandons que l'avortement soit mis à la disposition de la requête de la femme, de la fille ou de la personne concernée sans l'autorisation d'une autre partie. L'implication d'un parent ou d'un partenaire dans le processus de prise de décision doit être le choix de la personne enceinte et non le résultat d'une exigence. Dans un grand nombre de pays, les directives indiquent comment impliquer les personnes enceintes même. En particulier, nous avons des recommandations qui concernent la prise en charge directe de l'avortement ainsi que toute une série de prestataires de santé au niveau des soins liés à l'avortement, ce qui est conforme au soutien de l'OMS pour l'optimisation du rôle des prestataires de santé. Nous recommandons qu'il n'y ait pas de réglementation quant à qui peut fournir ou gérer un avortement, ce qui est incompatible avec les lignes directives de l'OMS. Enfin, nous avons examiné les refus basés sur les objections de conscience. Dans certains pays, les objections de conscience sont réglementées de manière précise par le biais du droit du travail, des contrats d'emploi et de la loi sur l'avortement. L'OMS recommande que les services de santé soient organisés de telle manière que l'exercice de la liberté de conscience d'un professionnel de la santé ou dans le contexte professionnel n'empêche pas les patients d'obtenir l'accès aux services auxquels ils ont droit. Nous recommandons que l'accès et la poursuite des services de soins voués à l'avortement soient protégés contre les obstacles créés par les objecteurs de conscience. Il est critique que les États veillent au respect des réglementations et organisent des systèmes de santé pour garantir l'accès et la continuité des services d'avortement de qualité. Donc, encore une fois, nous pouvons donc relier ces différents aspects aux résultats. Et je vais maintenant me tourner vers nos panélistes et vais donc demander à Farid. Je me demande, ça peut être très difficile pour un prestataire de soins de santé d'être confronté à un adolescent ou à quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités pour décider d'un avortement, mais qui ne peut pas en parler à ses parents et ne souhaite pas en parler à ses parents. Comment pouvons-nous aider, nous assurer que ces personnes soient protégées dans leur prise de décision et comment les prestataires peuvent-ils se sentir à l'abri des poursuites? Effectivement, en fait, dans la plupart des cas, la prestation de tout type de soins de santé aux adolescents est un problème très controversé. Encore plus controversé lorsqu'il s'agit de services de santé sexuelle et reproductive en général ou liés à l'avortement. La possibilité de demander l'autorisation d'un parent, d'un tuteur ou de tout autre tiers n'est pas quelque chose que nous considérons comme faisable, à savoir qu'il est peu probable qu'un adolescent vienne avec un parent pour demander des soins de contraception ou d'avortement. Et nous savons pleinement qu'une telle exigence peut limiter considérablement l'accès. Il en va de même pour les soins aux personnes dont les capacités sont diminuées. Je peux mentionner à titre d'exemple pratique la façon dont cette question est abordée en Éthiopie. Pour vous donner un aperçu du contexte, comme dans la plupart des pays, la loi sur l'avortement en Éthiopie se trouve dans le code pénal. Et comme dans la plupart des pays, il y a certains motifs pour avoir droit à un avortement sécurisé. Mais ce même code pénal a donné l'autorisation au ministère de la Santé de produire un guide d'application pour les prestataires de soins. Fondamentalement, c'est une directive clinique et c'est ce que nous utilisons dans notre pratique quotidienne. Selon le code, mineurs et personnes dont les capacités sont diminuées, physiquement ou mentalement, peuvent bénéficier de soins liés à l'avortement. Mais ce guide clinique va un petit peu plus loin et fournit davantage de détails sur la façon dont ceci doit être interprété. Par exemple, concernant les adolescents, le prestataire doit utiliser l'âge déclaré par leur client sans aucune autre preuve de l'âge. Ainsi, toute personne âgée de moins de 18 ans est automatiquement éligible pour obtenir des soins d'avortement de qualité.
Par ailleurs, les mineurs et les personnes dont les capacités sont diminuées ne sont pas tenus de signer un formulaire de consentement, ce qui ne signifie pas que cette personne ne recevra pas des conseils et des informations pour recevoir pour obtenir son consentement éclairé. Cela dit, ces informations ne suffisent peut-être pas à créer un sentiment de sécurité chez les prestataires de soins. En effet, le guide indique également que les prestataires doivent être protégés contre les poursuites si les informations fournies initialement se révèlent par la suite incorrectes. Je pense donc que ceci est très rassurant pour les prestataires et encourageant en même temps une discussion dans les détails avec le client. Mais bien que ce guide soit utile pour garantir l'accès, il y a des limites. Nous devons traiter avec des clients qui souffrent de troubles mentaux. Ce n'est pas toujours facile. Nous savons que certaines institutions abordent cette question avec une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux, psychologues, cliniciens, mais toutes les institutions du pays n'ont pas la capacité de fournir de tels services. Donc, il y a des limites. Je pense que c'est là un domaine où il est important d'obtenir davantage d'orientation. Par ailleurs, nous avons remarqué que certains prestataires refusaient de fournir des soins en appliquant leur propre interprétation stricte. Et donc ceci pose un problème en matière d'accès aux soins d'avortement. Farid, merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que nous reviendrons à cette question d'interprétation par les prestataires de soins dans quelques moments, mais je voulais souligner dans votre réponse le rôle de ce guide de votre ministère. Nous avons déjà constaté dans d'autres webinaires de cette semaine que ce type de document qui n'est pas lié, n'est pas un document juridique, est vraiment ces guides peuvent vraiment aider pour le plaidoyer permettant d'assurer que l'avortement puisse être accessible au plus grand nombre au terme de la loi telle qu'elle existe déjà. Par exemple, votre exemple de l'Éthiopie montre clairement comment la loi, à savoir le code pénal chez vous, déclare le droit des jeunes ayant des capacités diminuées à obtenir néanmoins des soins. Si une personne dit qu'elle a 18 ans, par exemple, on ne vérifie pas plus si elle a 18 ans ou pas. Et ceci suffit donc pour déclencher, pour empêcher toute poursuite judiciaire au pénal. Et donc, les prestataires peuvent trouver ça utile, à savoir quand ils naviguent et interprètent la législation et le guide clinique. Et Mary, je vais me tourner vers vous un instant. En Irlande, la loi sur l'avortement dit de façon expresse que les règles habituelles du consentement s'appliquent et qu'il n'y a pas d'obligation supplémentaire concernant les moins de 18 ans ou les personnes ayant des capacités diminuées. Donc, je voulais vous demander, dans votre expérience, comment ceci se présente-t-il concrètement, surtout en ce qui concerne les autorisations de tiers. Pour le contexte, Fiona, quand la nouvelle loi a été, quand le projet de loi a été présenté après le référendum qui a eu lieu en Irlande, il y a eu une proposition initiale dans le projet de loi que seuls les plus de 18 ans pouvaient accéder à l'avortement. Et il y a eu une demande extrêmement poussée de la part des personnes contre l'avortement pour qu'effectivement l'âge soit limité à 18 ans. Mais en fait, il a été souhaité d'aligner l'avortement aux autres soins de santé qui devaient par la loi être fournis aux
aux personnes âgées de plus de 16 ans. Donc, c'est intéressant de voir que dès le départ, nous devons faire preuve de vigilance pour veiller à ce que les personnes âgées de plus de 16 ans puissent accéder à l'avortement sans autorisation d'un tiers. Toutefois, en Irlande, il y a une norme acceptée, une norme clinique, à savoir que les personnes de moins de 16 ans peuvent consentir pour consentir à ce que des soins leur soient prodigués, même en dessous de l'âge de 16 ans. Et donc, ceci vient de loi déjà votée au Royaume-Uni et qui montre que la compétence de décision peut exister chez des moins de 16 ans et que donc ces jeunes peuvent accéder à des soins de santé indépendamment de leur tuteur ou de leurs parents, sans leur consentement. En ce qui concerne les avortements médicaux, la loi autorise jusqu'à 12 semaines. Et entre 12 et 14 semaines, ceci se fait en accord, en lien avec les services sanitaires et sociaux. Et au-delà, c'est assez libre. Donc, pour les plus de 16 ans, les prestataires ont été formés pour accepter. Il sera rare de trouver un prestataire qui refuse de fournir des soins de contraception à une personne âgée de moins de 16 ans. Mais quand on regarde les orientations fournies aux médecins généralistes dans ce domaine, et j'ai participé à la rédaction des orientations, on se préoccupait beaucoup de savoir si on pouvait utiliser les pratiques habituelles aux soins liés à l'avortement. Et il n'y avait rien qui pouvait contre-indiquer une telle façon d'aborder l'avortement comme tout autre soin de santé. Toutefois, ceci, bien sûr, s'est heurté à beaucoup de résistance et de prudence. Ceci lié au problème de criminalisation de l'avortement, d'objection de conscience, et les personnes qui ont rédigé les orientations et les lignes directrices ont dû faire très attention dans ce domaine. Il nous faut donc veiller à ce que l'avortement fasse partie des soins de santé dans l'ensemble et des soins de contraception dans l'ensemble. Et donc, nous avons veillé à ce que la formulation soit particulièrement précise. Et quand j'ai vu les lignes directrices de l'OMS, je me suis dit que nous devions revisiter ces orientations dans notre pays, parce que nous avons des formulations qui peuvent entraîner à une prudence excessive. Et il faut être davantage axé sur le patient que sur les prestataires de soins. Et il est nécessaire que le patient ait la priorité dans toutes les orientations que nous rédigerons. De cette façon, il y a du travail à faire dans ce domaine à lui seul, ce qui s'applique également dans le domaine des capacités de décision diminuées. Nous sommes excessivement prudents, ce qui fait que nous ne favorisons pas les soins d'avortement ou ne les facilitons pas. Merci, Mary. Je pense que c'est en ce qui concerne les orientations ministérielles, on constate qu'il y a des processus de traduction, si l'on peut dire, de la loi vers des orientations destinées aux agents de santé, au personnel sanitaire. Même si la loi cherche à normaliser cette structure concernant l'avortement pour que ce soit un soin de santé comme un autre, dans ce processus de traduire la loi en pratique, il y a une prudence excessive, un conservatisme qui peut intervenir et interférer dans l'application pratique de la loi.
Et il faut donc veiller, comme vous l'avez dit, à ce qu'il y ait une cohérence entre la façon dont les soins de santé sont fournis dans d'autres contextes et dont les soins liés à l'avortement sont fournis. Et ceci, il est essentiel de tenir compte de ceci concernant cette directive, cette ligne directrice, et veiller à ce que le consentement soit obtenu. Les prestataires de soins de santé connaissent le consentement, connaissent les capacités diminuées pour d'autres domaines de la santé. Ceci doit donc être accessible pour l'avortement. En ce qui concerne la pénalisation des soins d'avortement, la dépénalisation, il y a une prudence tellement importante dans notre législation que quiconque tombe enceinte risque malgré tout des sanctions pénales et malgré le fait qu'il y a une clause dans notre loi qui précise que le médecin doit agir de bonne foi. Ce n'est pas suffisamment sécurisant et donc le médecin est excessivement prudent. Oui, vous avez parfaitement raison. Nous l'avons vu hier, la criminalisation a un impact dissuasif sur tout ce que nous faisons en termes de réglementation de l'avortement. Il s'agit donc d'un élément clé pour la connexion entre les différentes recommandations. C'est ce que produit la criminalisation en termes d'interprétation particulièrement prudente de la loi. Donc, lorsque l'on repense à ce que vous avez tous deux indiqué, cette question de la normalisation, la règle, les documents qui tombent dans la catégorie des politiques, les directives, les lignes directrices, les documents d'interprétation et autres émanant d'organisations professionnelles sont extrêmement importants. Mais je tenais à signaler et à souligner que les jeunes et les personnes souffrant de compétences réduites ont un droit intrinsèque aux meilleurs soins de santé, y compris en termes de santé sexuelle et reproductive. Ils ont le droit que l'on prenne en considération leur point de vue. Il y a la loi internationale sur les droits humains, le droit au consentement. Et une partie de ce qu'il ne faut pas oublier, je crois, c'est que les recommandations contre les obligations d'autorisation de tiers est en fait une recommandation de s'assurer que ceux qui sont déjà protectés, ces lois sur les droits humains déjà protégés au niveau international soient respectés au niveau national et incluent les soins liés à l'avortement dans le cadre de la santé reproductive. Donc, vos réponses ont été particulièrement riches. Un autre élément qui est important, c'est celui de l'application des mêmes règles du jeu à tous, y compris aux mineurs et à ceux qui ont des capacités de consentement réduites. Donc, nos directives indiquent fermement qu'il faut envisager l'application de prestataires de services et des hôpitaux, mais vous savez que si vous faites appel à l'hôpital, il y aura automatiquement déclenchement de l'activité des prestataires de services. Donc, il faut faire attention et ne pas mettre en route d'autres impératifs, ce qui empêchera certains patients d'avoir les mêmes droits que les autres et les mêmes accès. Donc, il faut faire attention aux résultats qu'on n'avait pas prévus. Oui, nous avons aussi une question distincte qui est le fait que certains prestataires choisissent de ne pas intervenir du tout dans ce domaine. Et vous savez qu'il y a ce dont vous avez parlé, la participation par les prestataires en Éthiopie notamment. Pour toutes les questions que vous avez soulevées, nous savons, par exemple, que certains prestataires utilisent la protection des prestataires pour ne pas s'impliquer. Donc, Ferit, si je peux revenir vers vous, vous avez dit qu'il y avait
des prestataires qui refusaient de s'impliquer. Est-ce que vous pouvez parler de des interventions en Éthiopie? Et puis, il y a une question dans la boîte de questions-réponses pour savoir ce qu'il en est de ces informations, et nous indiquerons un lien dans la fenêtre de chat pour ce faire. Merci. Oui, c'est un sujet très difficile en Éthiopie. Généralement, nous apportons un soutien énergique aux questions de santé sexuelle et reproductive, mais c'est une question complexe. Nous avons vu des prestataires qui agissent de manière différente. Certains ne vous fourniront pas certains instruments de contraception, d'autres refusent de fournir de la contraception aux adolescents, d'autres, au-delà de certaines périodes de gestation, âge de gestation, ils ne fourniront pas d'avortement. Donc, tout cela peut avoir un impact sur la prestation des services. Dans notre cas, les objections de conscience semblent un petit peu nouvelles. Cela semble apparaître depuis quelques années. Nous essayons de voir d'où vient cette tendance et quel est son impact sur le droit inhérent des clientes aux services auxquels elles ont droit. En fait, il y a une étude récente qui indiquait que 50% des sages-femmes étaient contre les soins liés à l'avortement, ce qui nous inquiète beaucoup, étant donné l'importance des sages-femmes dans le groupe des prestataires de services et ce qu'elles peuvent faire pour les personnes qui souhaitent un avortement. Une raison possible qui me vient à l'esprit, c'est l'écart de génération qui existe à l'heure actuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, aujourd'hui, nous avons 2 générations de prestataires de services. C'est particulièrement vrai avec cette génération plus âgée qui a joué un rôle très important pour changer la loi en 2005, qui ont servi de témoins experts lors des audiences devant le Parlement. Et les analyses ont évoqué et préparé des analyses sur ces questions normalement de l'utilisation de pièces septiques stériles pour les avortements. La nouvelle génération a tendance à être relativement indifférente au niveau des activités de plaidoyer, ce qui m'amène à la deuxième option possible d'explication, c'est la formulation de l'avortement au moment de sa reformulation au niveau juridique. Réduction de la mortalité infantile et maternelle. Un grand nombre de personnes disent que le taux élevé de mortalité maternelle doit être la cause. Donc, se pencher sur le volet droit de la personne n'a bénéficié que d'une attention limitée. Il faut le souligner pendant la formation pré-service pour les prestataires médicaux, pour les sages-femmes et pendant les formations en service. La dimension des droits de la personne doit servir de fondement à toute réforme. Mais en fin de parcours, c'est à l'État d'assurer une réglementation des pratiques. C'est la responsabilité de l'État d'être plus proactif, de nous dire ce qu'il en est de l'accès aux services d'avortement et des soins auxquels les femmes et les filles peuvent avoir accès et doivent avoir accès. L'État peut prendre différentes mesures. Ce qui est fait notamment, c'est le changement des services fournis. C'est un instrument qui a été très important pour garantir l'accès aux services. Par ailleurs, il y a des protocoles STEM qui ont été signés, ratifiés. Le protocole de Maputo, dans son article 14, notamment, parle de la fourniture de services d'avortement dans certains contextes. Et
le protocole de Maputo contient des sections spécifiques qui traitent de la responsabilité des États pour veiller à la disponibilité des infrastructures, des mécanismes, à la manière dont les institutions ne sont pas autorisées à se prononcer objecteur de conscience, surtout lorsqu'il y a une urgence. L'Éthiopie a signé, ratifié le protocole de Maputo, mais 90% des pays ont signé, 80% environ l'ont ratifié, et nous nous servons de cet instrument pour assurer la mise en œuvre des règlements. C'est une option. Un projet de loi a été présenté fin 2013, début 2014, je crois, traitant de manière spécifique du refus de service sur la base de l'objection de conscience qui serait interdit pour tous les prestataires de services, que ce soit la fourniture de contraception, la fourniture de services d'avortement. C'est au prestataire de services de comprendre ce qui est attendu de lui ou d'elle au niveau de la prestation des services. J'aurais une question à Fiona. Pour Fiona, en fait, pour ce qui est des objections de conscience, quelles sont les autres actions, les autres interventions que l'on peut prendre pour garantir un meilleur accès à des services d'avortement de qualité? Merci, Ferid, et merci des exemples que vous avez donnés concernant le protocole de Maputo et la loi en vigueur en Éthiopie. Je voulais simplement renforcer exactement ce que vous avez dit. Si nous passons maintenant davantage au niveau du droit humanitaire international comme cadre de référence, la proposition fondamentale, c'est ce que vous avez dit. Les États sont responsables de s'assurer que les refus des prestataires ne se transforment pas en obstacle au service d'avortement, ce qui reflète le fait qu'au niveau du droit humanitaire international, des droits de la personne, la question n'est pas si l'avortement est légal. La simple légalité n'est pas suffisante. La préoccupation est de savoir si les services d'avortement de qualité, services d'avortement sécurisés sont disponibles, offerts et sont accessibles. Si vous pensez à ce qui peut se passer à différents niveaux, je crois qu'il est utile de regarder ce que dit le droit humanitaire international des droits de la personne sur les objections de conscience en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce droit n'exige pas des États qu'ils autorisent les objections de conscience, mais leur permet de les accepter. Donc, quelqu'un a posé la question de savoir si le droit à l'objection de conscience des prestataires de services doit être protégé par la loi. Au niveau du droit international, il y a deux volets. Votre droit à une conviction donnée, ça c'est absolu, et l'autre c'est votre droit d'exprimer cette conviction qui est limitée. Et l'une des limitations, c'est le droit d'autrui, la manière dont l'expression de cette objection peut avoir un impact sur d'autres. Donc lorsque l'on parle de la réglementation de l'objection de conscience au niveau du droit humanitaire international des droits de la personne, ce que nous essayons de dire, c'est que lorsque quelqu'un exprime ses objections de conscience, cela ne sape pas les droits d'autrui. Donc, le droit humanitaire international des droits de la personne, dont la Convention de Maputo, comme vous l'avez dit, Farid, porte d'abord sur l'organisation d'un système de santé pour s'assurer que l'on a suffisamment de prestataires qui n'ont pas d'objection, s'assurer qu'il y a une répartition équitable dans le pays, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas tous dans la capitale et puis personne ailleurs, ce qui empêcherait tout le monde ailleurs d'avoir accès aux services d'avortement. Ceci est lié également à ce dont vous avez parlé, la répartition des tâches. C'est une manière dont l'État peut déterminer qu'il va s'assurer qu'il y a
suffisamment de prestataires sans les objections de conscience. Le droit humanitaire international exige également que les États mettent en place des réglementations claires et applicables pour l'objection de conscience. Il y a différents éléments ici encore, mais l'un d'eux serait de dire que dans certaines circonstances, on ne peut pas refuser les soins sur la base d'une objection de conscience, notamment les urgences. Deuxièmement, comme vous l'avez dit dans le protocole de Maputo, les institutions ne peuvent pas arguer d'une objection de conscience. Seuls les individus peuvent le faire. Et il faut qu'il soit clair, que l'on soit clair quant à savoir qui peut faire objection à quelle composante des services et qui ne peut pas. Donc, la nature même des réglementations, l'existence dans les codes de déontologie, les lois, les réglementations va varier d'un pays à l'autre, mais au niveau du droit humanitaire international des droits de la personne, il faut s'assurer que la réglementation existe, qui est que l'objection de conscience ne doit pas entraver l'accès à des services d'avortement de qualité et qui soient sécurisés. C'est quelque chose qui a un sens profond. L'on veut s'assurer qu'au niveau de ces recommandations, il y a respect, il y a application et il y a conformité. Donc, lorsque l'on regarde ces éléments du droit humanitaire international des droits de la personne, l'on voit ce qui peut se passer à différents niveaux, qu'il s'agisse de la clarté de la loi, des codes de déontologie, des éclaircissements quant aux valeurs pratiques, les réglementations sociales par les prestataires de services, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exercice punitif. Donc, si vous imposez des restrictions, pas que ce soit punitif et que respecte toujours les personnes qui demandent, qui recherchent des services d'avortement. Permettez-moi de me tourner vers Mary maintenant, car l'objection de conscience est autorisée en Irlande et souligne certains impératifs pour l'exercice des objections de conscience et de certaines limitations. Et l'essentiel des hôpitaux irlandais, les hôpitaux publics, sinon tous, fonctionnent sous les auspices de l'Église catholique. Donc, il y a un ethos qui est un peu plus compliqué. Quelle est votre expérience en termes du fonctionnement de l'objection de conscience? Quelles sont les tentatives de réglementation? Sont-elles suffisantes pour s'assurer que ça ne constitue pas un obstacle à l'accès? Je pense qu'il faut réfléchir aux questions géographiques parce qu'on a eu quelques questions sur l'emplacement où se situaient les prestataires. La discussion et le débat avant le vote de la loi a beaucoup abordé l'objection de conscience et l'engagement de la conscience. C'est un espace sur lequel nous devons être très présents et avoir plus d'influence. Alors, il y a une différence entre l'objection de conscience et l'obstruction pour cas de conscience. Et ceci a posé problème. Donc, nos orientations réglementaires ont subi un certain nombre de changements afin qu'il puisse être dit de façon explicite qu'il ne fallait pas entraver l'administration de soins liés à l'avortement. Mais il y a également d'autres directives annexes concernant la prestation de soins aux patients précise qu'il ne peut pas y avoir d'obstruction à la fourniture de soins de santé, et qu'il s'agisse de retard dans le temps ou de façon totale. En effet, on peut dire qu'on reconnaît l'objection de conscience, mais lorsque l'objection de conscience empêche la prestation de services, on est confronté à un problème. Nous avons 19 unités services de maternité et 11 de ces services fournissent des services d'avortement. Et c'était 10 jusqu'à il y a à peu près 2 mois.
il y a environ 2 mois. Donc oui, nous avons un problème dans ce domaine qui est la question géographique, entre autres les régions rurales. Il y a beaucoup de raisons. On dit que c'est parce que ces établissements ne sont pas suffisamment financés ou que le financement n'est pas consacré à ces services-là. Et puis, il y a 4 obstétriciens gynécologues qui sont contre, qui font valoir leur droit à l'objection de conscience. Du coup, ces services ne sont pas fournis. Nous savons que ceci, bien sûr, a un impact sur la communauté locale des médecins généralistes qui ne reçoivent pas le soutien des gynécologues obstétriciens. Donc, ceci montre un décalage et donc le ministère de la Santé, il incombe au ministère de la Santé à veiller à ce que ces services d'avortement soient fournis, même si quelqu'un fait valoir son objection de conscience. Il y a là un vide. Il y a beaucoup d'encouragement, mais il n'y a pour l'instant aucun acte. Il est très important lorsque l'objection de conscience devient une obstruction pour cas de conscience, il doit exister des conséquences à ce genre de décision. Il n'y a pas de réduction des financements, de réduction du si nous devons avant tout nous consacrer aux soins aux patients et ne pas aborder l'avortement ou les soins de santé comme un service axé sur les médecins, mais sur les patients. En ce qui concerne les soins de santé primaires et les services qui sont fournis, il y a un petit nombre d'objecteurs de conscience qui représentent environ 10%, mais il y a un groupe au milieu qui est un groupe d'objecteurs de conscience parce que ça les arrange. En fait, ils ne respectent pas toujours l'obligation d'orienter le patient vers un fournisseur de soins plus adéquat. Et donc, ils sont un petit peu au milieu. Et de la même façon, autant que je sache, il n'y a pas eu de plainte concernant l'objection de conscience. Il existe donc un décalage, un vide sur lequel nous devons travailler. Et ceci doit se faire en association avec les services de santé, nos organes de réglementation et nos institutions. Il faut qu'il y ait une éducation qui soit fournie afin de veiller à ce que les généralistes et les médecins comprennent que par déontologie, ils doivent orienter les patients vers des services qui leur fourniront les services qu'ils souhaitent. Et c'est actuellement l'une des plus grandes critiques que nous avons sur la mise en œuvre de la loi sur l'avortement en Irlande. Excellent. Un commentaire parle des problèmes de questions générationnelles en ce qui concerne le plaidoyer et l'indifférence. Vous avez dit que ce genre d'orientation était important. En ce qui concerne l'administration de soins, il y a un autre commentaire qui parle des possibilités de fournir des avortements médicaux. Peut-être que vous pourriez nous dire à nouveau, quelqu'un demande si l'objection de conscience existe en Éthiopie. Est-ce qu'on a réfléchi à étendre, est-ce qu'on a pensé à étendre la fourniture de soins d'avortement à d'autres domaines de la médecine? Farid, on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant, d'accord. La question des restrictions imposées aux fournisseurs de soins, oui, l'objection de conscience est interdite en Éthiopie, mais c'est plus ou moins l'application et veiller à l'imposition de la loi est une autre affaire.
Nous avons des situations où des femmes et des jeunes filles se voient refuser des services pour motif d'objection de conscience, alors que ce n'est pas autorisé par la loi de 2019, pardon, de 2013. Et c'est sûr qu'il faut parler de l'application de la loi et de l'imposition des dispositions de la loi. C'est un problème. L'autre point concernant les restrictions concernant les prestataires, c'est très intéressant, ces restrictions. Le problème n'est pas simplement un problème de prestataire, mais de qui peut administrer des avortements. Nous savons que quelquefois, les agents de santé intermédiaires peuvent le faire. Mais la principale considération, est-ce sécurisé? Est-ce que des agents de santé intermédiaires peuvent fournir en toute sécurité des avortements ou même au niveau des établissements de soins de santé primaires? Il faut souligner tout d'abord les données factuelles. Comment voulons-nous que soient formulées les politiques et les lignes directrices? Quelles sont les données factuelles concernant la sécurité des avortements pratiqués par des agents de santé intermédiaires? Ensuite, en ce qui concerne la qualité, dans des contextes différents, très différents, les études ont montré que l'efficacité et la sécurité des soins d'avortement fournis par des agents de santé intermédiaires n'est pas très différente des soins fournis par des médecins. En revanche, est-ce que le fait qu'une vaste gamme d'agents de santé fournissent des soins d'avortement peut-il élargir l'accès à l'avortement? Il y a les coûts de déplacement. Il y a également il est vrai que si on laisse cette tâche à des agents de santé intermédiaires, les médecins pourront se consacrer à d'autres tâches. Donc, on pourra également changer les tâches qui sont attribuées à qui. Il peut y avoir des coûts et des conséquences sur le système de santé. Ensuite, le raisonnement. En ce qui concerne les données sur la mortalité maternelle, le moment le plus important est dans les 24 heures après la naissance. L'OMS a fourni des recommandations dans ce sens. Et donc, de nombreux pays ont augmenté le pourcentage d'accouchements effectués par des prestataires qualifiés. Et en Éthiopie aujourd'hui, les femmes qui ne présentent pas de risque de complications se font accoucher par des sages-femmes. Et donc, ceci a permis de réduire la mortalité maternelle considérablement. Donc, il nous faut nous demander, est-ce qu'on peut utiliser le même principe concernant l'accouchement à l'avortement? Ça semble parfaitement logique. Partout, quels sont les mécanismes qui peuvent nous permettre d'engendrer un environnement favorable à l'interruption de grossesse et qu'il soit pratiqué par la gamme la plus vaste d'agents de santé. Si nous pouvons veiller à ce que les prestataires de soins disposent des capacités nécessaires pour permettre aux femmes d'accoucher, nous devrions pouvoir nous assurer à ce que ces agents de santé puissent également fournir des services d'avortement. Nous avons beaucoup de données probantes dans ce domaine. Je pense que ce sont des domaines dans lesquels nous devrions creuser davantage. Merci.
pour relier ceci avec la perspective liée aux droits humains, l'une des propositions de la législation internationale sur les droits humains est que l'avortement, les questions liées à l'avortement se fondent sur des données probantes et que le fait de limiter le type de prestataire habilité à pratiquer des avortements se présente comme une entrave à l'avortement. Et donc, il faut essayer de en fait, ne pas élargir l'éventail des prestataires autorisés s'oppose aux lignes directrices que l'OMS propose. Je pense que nous devrions parler un peu des délais de réflexion obligatoire. Comme on le sait, en Irlande, l'avortement est disponible sans raison particulière jusqu'à 12 ans. 12 semaines. Mais quelle est votre expérience concernant cette période, ce délai d'attente et la façon dont ceci influe sur l'accès à l'avortement? Comme vous le savez, il n'y a absolument aucune donnée clinique qui justifie cette période d'attente. Et ceci dans le monde entier. Donc ça, c'est une question que nous avons, à laquelle nous nous sommes opposés vivement, mais pour opposer les tenants contre l'avortement, nous avons laissé cette clause dans la loi. C'est vrai qu'elle pose des problèmes. C'est vrai que cette clause pose des problèmes. Lorsque une femme demande un avortement pour quelque raison que ce soit, elle doit s'adresser à un médecin et 3 jours plus tard, elle peut accéder à l'avortement. Mais par définition, si elle vient le lundi ou le mardi, mais si elle cherche à accéder au service le mercredi, les 3 jours s'appliquent et donc elle ne pourra accéder à l'avortement que le lundi suivant. Si le lundi est férié, cela nous déplace à mardi et sans parler de la période de Noël. Donc, ceci pose véritablement des problèmes sur la prestation des soins. L'autre problème est de savoir qui se considère être la personne adéquate pour donner l'autorisation de pratiquer l'avortement ou pour déclencher cette période d'attente. N'importe quel médecin qualifié, mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est que la femme est orientée vers un prestataire de service d'avortement et c'est à ce moment-là qu'elle obtient le certificat d'autorisation d'avortement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres spécialités, d'autres médecins dans d'autres spécialités qui ne veulent pas s'impliquer dans ce processus, qui ne comprennent pas les dommages engendrés par cette période d'attente et qui souhaitent que l'avortement reste totalement séparé des autres soins de santé. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait des services d'orientation dans toutes les spécialités médicales. Et donc, si vous cherchez à atténuer l'effet de ces périodes d'attente obligatoires, il faut rechercher les obstacles, l'absence d'éducation, qu'est-ce qui se présente comme une entrave. Et encore une fois, on arrive à la pénalisation, car ceci est les questions réglementaires sont dans la législation. Les prestataires de soins d'avortement se pose vraiment la question de savoir si c'est adéquat. Nous avons rencontré des scénarios dans lesquels les femmes se trouvaient à la limite des 12 semaines, alors que pour nous, ce n'est pas la limite légale ne se trouve pas à 12. Nous verrons une femme à 11 semaines et 3 jours.
nous la certifierons et nous savons que cette attente de 3 jours risque de poser problème. Et donc là, à ce moment-là, c'est la panique pour essayer de trouver des services d'avortement qui devraient être totalement courants et se produire même pendant un week-end. Ceci pose donc problème. Nous avons essayé de faire voter une réglementation d'urgence pendant la pandémie de COVID-19 afin que des avortements puissent être pratiqués. Il y a aussi une réglementation dans notre loi qui précise qu'il y a un délai d'attente de 3 jours, mais également en personne, où on doit être présent physiquement. Ceci était dans la loi. Nous avons tenu une dérogation durant la COVID-19 permettant de faire ceci par télémédecine. Nous nous sommes aperçus que cela permettrait d'atténuer certains des effets les plus négatifs de ce délai d'attente de 3 jours. Donc, la première visite peut se faire par téléphone et le lancement des délais de 3 jours peut intervenir plus tôt. Parce qu'auparavant, il y avait un scénario où si une femme me contactait un mardi après-midi et qu'elle n'avait pas, si elle avait un rendez-vous le mardi, à ce moment-là, on considérait le rendez-vous le mercredi. À ce moment-là, on n'avait pas 5 jours d'attente, mais 3 jours parce qu'on considérait que le délai commençait à courir à partir du mardi. Donc, l'on essaie d'avoir les meilleures pratiques possibles. Cette formulation a permis de fonctionner de manière plus efficace et d'atténuer l'impact de ce délai d'attente de 3 jours. Vous pensez à d'autres prestataires qui ne veulent pas être impliqués. Une question a été posée quant au manque de connaissances, à la stigmatisation, d'autres professionnels de la santé qui ne sont pas des prestataires. Est-ce que vous avez des expériences en la matière en Irlande? La situation existe où, encore une fois, non seulement en raison de la criminalisation et de la honte que l'on impose à l'avortement, que tout ceci se fait en douce et les médecins ne veulent pas en entendre parler. Donc, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour éduquer tous les prestataires de services qui ont un rôle et une responsabilité à jouer au niveau de ce service de règlement. C'est au niveau de l'éducation qu'il faut s'assurer qu'il y a formation. Il y a aussi un impératif de nature déontologique. C'est un autre exemple où certaines institutions réglementaires doivent jouer un rôle plus actif pour qu'il n'y a pas de spécialistes ou de spécialisation ou de connaissances requises. À ce moment-là, pourquoi est-ce que les médecins auraient besoin d'apprendre ce que c'est que la loi? Merci. Farid, est-ce que vous avez des observations sur cette stigmatisation? Nous savons qu'il y a certains points qui sont des obstacles éventuels à l'avortement, en particulier donc cette question de la stigmatisation et de la honte ressentie par les demandeuses. Je crois que les prestataires de services ont un rôle important à jouer. Les gens qui ont décidé consciemment d'être des prestataires sont ceux qui doivent fournir le service. Nous ne voulons pas que les services soient fournis par quelqu'un qui n'est pas vraiment apte à le faire. Ce qui fait que l'on se retrouve sinon avec un cercle vicieux, avec une discrimination contre les prestataires et contre les femmes. Donc, les services doivent être fournis par le prestataire et par la patiente. Nous avons également répondu aux questions au fur et à mesure qu'elles ont été posées. Et merci de continuer à les inscrire dans la fenêtre de questions-réponses. Il y en a une qui a été posée au début, à savoir la question de la génération. Pour ce qui est du plaidoyer de l'indifférence, j'aimerais avoir votre opinion ainsi que celle de Mary pour savoir comment cela s'applique, comment les nouvelles générations peuvent avoir davantage de formation et comment on peut fournir un soutien à la prestation. Farid, peut-être vous d'abord et puis nous continuerons avec Mary. Cet écart de génération est un gros problème pour nous, comme je l'ai dit précédemment, la raison principale pour laquelle la génération plus âgée a joué un rôle tellement important pour la modification de la loi, c'est qu'elles ont vu les résultats des conséquences d'avortements non sécurisés.
Mais le volet droit de l'homme, droit de la personne n'était même pas pris en considération. Il y a des personnes qui plaident énergiquement en faveur de l'accès à des avortements sécurisés. Mais la nouvelle génération de prestataires de services n'est pas passionnée par la discussion ou par les plaidoyers en faveur d'avortements sécurisés. Donc, pour combler cette fracture, il faut déterminer les problèmes qui existaient il y a une vingtaine d'années, par exemple, pour souligner ce que ça veut dire que de fournir des services d'avortement et des soins liés à l'avortement de manière sécurisée, et l'accès à ces services, et le fait que les femmes n'avaient pas accès en raison de distance, en raison de problèmes financiers, tout ceci devrait faire partie de la formation pré-service et de la formation pendant le service. Pour être un prestataire, ce ne sont pas seulement les données qui feront de moi un bon prestataire de service. Il y a le volet droit de la personne qui intervient et qui doit intervenir. Nous sommes d'accord que l'avortement est une question de santé et que la santé est un droit de la personne. Mary? Écoutez, nous avons une expérience un petit peu différente. Selon nous, les médecins ou les prestataires plus âgés, surtout les gynécos, sont assez conservateurs en la matière et généralement sont peut-être pas anti-avortement, mais sont présumés anti-avortement. Au niveau du Royal College, qu'il s'agisse des chirurgiens, des prestataires, des médecins et autres, étaient rigide et contre l'avortement. Et comme Farid, parce que nous avons eu tant de lois, de changements des lois en Irlande, nous avons toujours voulu respecter le droit à l'avortement, mais nous avons eu très, très peu de complications dues à des avortements non sécurisés. Nous devons simplement noter qu'avec le changement de la loi, il y a parmi les jeunes médecins et les jeunes infirmiers, infirmières et sages-femmes qui veulent vraiment pour fournir des soins liés à l'avortement et ils souhaitent s'éduquer en la matière. Lorsque j'étais étudiante en médecine, je n'ai reçu aucune éducation sur l'avortement. Malheureusement, cela reste encore le cas pour l'essentiel. Les médecins plus âgés qui gèrent, qui contrôlent l'éducation médicale ne s'intéressent donc pas aux services de soins liés à l'avortement et donc ne fournissent pas d'informations. Au niveau des obstétriciens, des gynécologues, c'est une question qui a été très compliquée que d'introduire cet élément d'information dans les cours de formation. Ceci est considéré comme différent, n'ayant pas besoin de faire partie du tronc commun de l'éducation. Heureusement, ce sont les jeunes étudiants en médecine, les jeunes médecins qui articulent ce besoin de changement et qui disent il faut que ce changement se fasse dans notre service d'éducation. Je fais donc preuve de beaucoup d'optimisme en la matière et pense qu'il va y avoir des changements. Merci. Quant à vos observations et à ceux de Ferry pendant tout ce webinaire, nous entendons qu'il faut que des interventions se passent à différents niveaux, par différents intervenants, un peu partout, et soient imposées par la loi ou les politiques, ainsi que les prestataires eux-mêmes et ceux qui participent au continuum des soins. Il faut être prêt pour être confronté à de nouvelles restrictions. Il faut réfléchir à un environnement holistique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en particulier en ce qui concerne les soins liés à l'avortement, les questions systémiques et prendre en considération toutes ces dimensions lorsque l'on envisage la fourniture de soins de services d'avortement sécurisés. Fiona? Eh bien, il y a deux grandes questions ou observations dans la section questions-réponses qui sont les suivantes. Si
la loi nationale dit on a le droit de faire objection à la fourniture de services d'avortement. Qu'est-ce qui se passe si l'on élimine le droit à l'objection de conscience et comment peut-on mettre en place des éléments plus énergiques et puis l'établissement d'une démarcation entre les droits des clients et les droits des prestataires? Ma première réponse est, écoutez, nous avons déjà dit que le droit humanitaire international sur les droits de la personne n'oblige pas à autoriser l'objection de conscience, mais il peut y avoir des lois nationales qui le font. Donc, il est possible dans une ville particulière, il y ait un droit, ou d'un pays particulier, il y ait un droit constitutionnel à refuser de fournir des soins sur la base de motifs religieux ou de conscience. L'on pourrait dire qu'il y a un défi si l'on refuse l'objection de conscience ou qu'on l'élimine de la loi. Une fois que ce que les lignes directrices ont recommandé, ce qui est conforme à l'équilibre que l'on essaie d'atteindre, ce n'est pas que les objections de conscience soient interdites, mais plutôt que l'État s'assure que les objections de conscience n'aient pas un impact négatif sur l'impact au continuum de soins liés à l'avortement. Donc, dans votre question, vous parlez de l'imposition d'autorisation ou d'autres. La manière de procéder, c'est de le faire de manière plus pointue, en ayant une réglementation claire de savoir qui, comment, et pourquoi l'option peut être exercée. Si vous choisissez d'exercer cette option, comment devez-vous le faire? Je fais référence non pas d'autres objecteurs, je parle d'autres prestataires. Nous avons des données factuelles sur ce point qui interdisent les objections de conscience. Ce n'est pas ce que l'on essaie de faire. Il faut voir ce qui va être faisable, ce qui va fonctionner dans un contexte particulier pour ce qui est de la loi et des réglementations, et cela sera déterminé de manière idoine par ceux qui fonctionnent dans ce contexte particulier. Les lignes directrices et le droit humanitaire international des droits de la personne, comme dans le cas de l'exemple donné par Farid pour l'Éthiopie, ce qu'il faut, c'est un ensemble de paramètres pour la réglementation de l'objection de conscience. Si l'on veut permettre cela, il faut qu'il y ait un contrepoids avec des obligations qui sont imposées aux personnes qui exercent leur droit à l'objection de conscience. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante à votre question? Il n'est pas nécessaire de penser du point de vue du droit des prestataires de services. Le point de départ, c'est l'obligation de l'État de s'assurer que le refus par un prestataire de fournir un service ne mine pas le droit de la personne qui sollicite un avortement, parce que là, il faut une question d'équilibre et qui est un peu plus facile à cerner. Je vous remercie. Merci. Je vais ajouter, lorsque nous étudions les données factuelles en matière d'objection de conscience dans son ensemble, nous n'avons pas regardé de quelle façon les États réglementent l'objection de conscience. Donc, nous sommes en train d'étudier la question plus avant. La question de l'objection de conscience peut être parfois très délicate. Nous avons eu des cas où des prestataires de soins refusent d'opérer une femme qui a une grossesse ectopique pour des raisons médicalement justes, parce qu'il peut y avoir des complications terribles pour la femme. Elle pourra subir des complications. Quand on essaie d'expliquer ce type de situation à la plupart des gens, on dit qu'il est avancé que le prestataire doit accepter de fournir ce service et on s'attend de lui à ce qu'il fournisse ce service dans tous les cas.
Mais il faut se poser la question, les attentes raisonnables de qui? Du client, de la déontologie de notre profession, de la loi. Je pense encore une fois que le client doit être au centre de nos préoccupations. Sinon, les conséquences pourront être désastreuses pour les femmes qui cherchent à obtenir des soins de santé. Merci, Mary. Vous avez levé la main. Oui, c'était lié en ce qui concernait la décision Roe contre Wade. Ce qui nous inquiétait est à deux volets. En effet, des progrès enregistrés peuvent être perdus, annulés, mais ce qui s'est passé montre que nous devons chercher à nous internationaliser. Nous devons chercher à apprendre les uns des autres et nous devons suivre les meilleures pratiques de l'OMS et je pense que ceci nous rendra plus forts et nous montrera qu'aucun de nous n'est isolé, qu'il existe un appui énorme, qu'il y a que de discussions comme celle que nous avons eue ce matin, mais également des lignes directrices de l'OMS et je pense qu'il faut nous en souvenir. Nous avons de l'appui. Merci. Donc, à ce stade, nous avons une autre question, un commentaire concernant d'autres moyens de réglementer l'objection de conscience. Y a-t-il d'autres questions avant que nous ne concluions? En attendant, Fiona, vous avez peut-être un commentaire? Je pense que cette discussion a été extrêmement fructueuse. Quelque chose qui m'a frappée et concerne les similitudes dans les façons dont nous cherchons à surmonter les défis qui se présentent à nous dans des systèmes de santé différents et la façon dont nos stratégies d'atténuation, les directives se recoupent ainsi que les difficultés que nous rencontrons. Tout ceci est lié aux données que nous avons recueillies pour établir nos recommandations. Donc, en ce qui me concerne, suite à cette conversation, il me semble essentiel de réfléchir aux points réglementaires auxquels nous pourrions rencontrer des obstacles afin de déterminer ce que nous pouvons faire dans ces domaines-là sans pour autant modifier la loi immédiatement. Comme le disait Mary, l'éducation, le partage des tâches, se demander que faisons-nous dans la pratique que la loi ne nous exige pas nécessairement, mais qui, dans la vraie vie, fait que l'avortement est nécessaire. Et donc, les recommandations fournissent une assurance selon laquelle nous pouvons changer la situation tout en gardant à l'esprit le problème de la criminalisation de l'avortement qui peut engendrer une prudence excessive. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles questions. Ce que nous devons faire maintenant en Irlande, et il nous incombe de le faire en tant que défenseurs de l'avortement et fournisseurs de soins, nous devons faire une feuille de route du parcours de soins de la personne qui cherche à avoir un avortement. Notre interprétation de la loi doit également être abordée et
il faut être axé sur le patient et il y a énormément de parcours différents que nous pouvons entamer, qu'il s'agisse de la réglementation, des attitudes sociales ou encore de l'éducation. Nous avons organisé une séance de formation en octobre et maintenant nous allons évoquer dans nos réunions ces lignes directrices de l'OMS et non seulement à partir des différents points, mais aussi pour savoir où nous nous situons par rapport à ces lignes directrices, comment nous pouvons recadrer les soins que nous fournissons, jusqu'où avons-nous internalisé le côté pénal, la pénalisation de l'avortement et comment ceci correspond aux réformes qui ont déjà été votées. Et donc, tout commence par la sensibilisation dans ce long voyage qui nous attend. Merci, Mary. Pour répondre à une question de Mariana qui demande comment on peut demander des comptes à l'objection de conscience, aux objecteurs de conscience s'ils font obstacle aux soins liés à l'avortement. Et en fait, tout dépend du contexte dans lequel se trouve la réglementation ou la loi. Si un prestataire de soins ne respecte pas le code ou la loi dans un autre contexte, que peut-on faire? Est-ce qu'on peut porter plainte auprès d'un organe spécifique? Peut-il y avoir des répercussions professionnelles sur l'individu? Ou quelles sont les réglementations sociales qui pourraient être en vigueur parmi les agents de santé, les travailleurs de la santé? Comment pourrions-nous modifier les attentes sociales concernant le respect de la déontologie? Peut-être que dans certains systèmes, porter plainte contre le médecin ne sera pas utile parce que c'est le seul médecin disponible pour tous vos autres soins de santé. Donc, dans certains systèmes et dans la dynamique de ces systèmes précis, il faut réfléchir à la façon dont nous pouvons demander des comptes aux agents de santé pour avoir exercé leur objection de conscience de façon que cela devient un obstacle à la prestation de soins ou pour des pratiques qui ne sont pas en accord avec leurs obligations professionnelles médicales. Il nous reste 6 minutes. Je voulais aborder 2 points. Il y a une question sur l'auto-prise en charge et sur s'il y a des perspectives d'avenir. Si l'on prend comme point de départ la ligne directrice, la recommandation, concernant l'auto-prise en charge, il faut nous souvenir que tout le monde ne peut pas faire une auto-prise en charge, que l'environnement général existe, que la personne peut recevoir un appui. Parfois, il peut y avoir une auto-prise en charge totale. Parfois, le système de santé peut participer à la prise en charge. Donc, il faut prendre en compte le contexte, l'environnement et comme l'avait dit Mary, il faut réfléchir aux différents points le long du parcours de soins sur lesquels nous pourrions influer. Ces recommandations ont toutes été formulées à partir de données factuelles. Le lien a déjà été fourni dans la boîte de dialogue. Nous pourrons le fournir à nouveau. Ces données ont été actualisées. Il y a eu des études supplémentaires qui ont été effectuées dans ce domaine. Donc, à ce stade, je pense que je vais repasser aux diapos de la présentation. Donc, nous voulons remercier tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire, mais avant de conclure, je voudrais vous rappeler que
je voudrais vous rappeler l'utilisation de ces lignes directrices. Elles sont disponibles en format interactif, en PDF. Et il y a également une synthèse analytique, une synthèse de ce document en PDF disponible dans la plupart des langues de l'ONU. Nous avons également des produits dérivés, à savoir des directives opérationnelles, des versions à jour pour des orientations sur l'avortement sécurisé, des documents d'information, des posters, de brèves synthèses. Donc, toutes ces d'autres ressources de l'OMS sur les soins liés à l'avortement existent. Nous avons également des publications dans les réseaux sociaux. Il y a également des articles et des fiches techniques. Diapo suivante. Nous avons donc terminé nos 3 jours de webinaire sur les lignes directrices concernant les soins liés à l'avortement. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et comme dans les séminaires précédents, vous pourrez revoir les enregistrements. Et vous trouverez également des liens vers les présentations dans les jours à venir. Nous vous invitons également à rester attentifs à des webinaires à venir. Vous pouvez également adhérer au réseau IBP. C'est un espace numérique qui vous permettra de recevoir des informations, des outils. Vous pourrez également avoir des échanges de connaissances avec des personnes dans le monde entier qui ont des connaissances sur ces sujets. Cette adhésion est gratuite. Il vous suffit d'aller sur le site. Enfin, être membre de cette communauté du réseau IBP peut vous permettre de rejoindre la communauté de pratique. Vous pourrez recevoir des données récentes sur les pratiques concernant l'avortement et tous les autres sujets liés à l'avortement. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que vous assisterez à d'autres webinaires. Nous souhaitons remercier nos 2 panélistes présents aujourd'hui. Merci Fiona pour vos contributions. Nous allons clore ce webinaire et espérons vous revoir dans l'avenir. Merci à tous.